La Chine s'implique différemment dans la guerre en Ukraine. Ces drones frappant l'Ukraine pour la première fois. Les enquêteurs ukrainiens ont découvert un drone russe, composé uniquement de pièces chinoises, sans obus iraniens ni puces occidentales. Chaque pièce à l'intérieur provenait de Chine, et ces drones ne restent pas entreposés. Ils survolent déjà les villes ukrainiennes, détruisant des maisons et frappant des cibles au sol. La guerre dure depuis 4 ans. Et malgré toutes les grandes réunions, les discours et même les rencontres entre Trump et Poutine plus tôt cette année, les combats n'ont pas ralenti. En fait, cela n'a fait qu'empirer, et les drones sont devenus le cœur battant de ce conflit. Les Ukrainiens en fabriquent des milliers chaque mois, tandis que la Russie continue d'inonder le ciel d'essaims de leur bon marché, de drones kamikazes et d'avions espions. Mais maintenant, avec des systèmes entièrement fabriqués en Chine en jeu, la guerre a pris un nouveau tournant dangereux. Un tournant qui pourrait changer non seulement le combat de l'Ukraine sur le terrain, mais aussi la façon dont la Chine traite avec l'Occident. Pour comprendre comment la Chine est devenue un fournisseur majeur de drones pour la Russie, nous devons remonter jusqu'en février 2022, tout au début de la guerre. À l'époque, les journalistes évoquaient chars, artillerie et frappes de missiles, mais rarement les drones. Vous vous rappelez sans doute ces images marquantes à la télévision, de longs convois de blindés russes vers Kiev, de puissantes explosions détruisant des quartiers entiers et des rues ordinaires devenant des champs de bataille. Et oui, il y avait aussi des drones, mais honnêtement, ils étaient presque considérés comme des figurants, peut-être utiles, mais pas essentiels. On les voyait comme des outils d'aide, pas décisifs pour une guerre, mais cela a vite changé. Au fil des mois, il est devenu clair que les drones, loin d'être de simples gadgets, changeaient discrètement le cours de la guerre de façon inattendue. Au départ, ils servaient surtout à observer. Un soldat les lançait pour voir instantanément tranchées ennemies, véhicules cachés ou mouvements de troupes. Cela a été un atout majeur pour l'Ukraine, surtout les petits drones commerciaux. Certains, identiques à ceux vendus en magasins de loisirs, ont sauvé des vies. Ils ont offert aux soldats des sortes de super-pouvoirs, une vision globale du champ de bataille, sans exposer d'éclaireurs humains au danger. Puis la situation a empiré. La Russie a utilisé des drones Shahid 136 iraniens, renommés Garam 2. Et ceci était très différent des drones de loisirs. Ce n'étaient ni des jouets, ni de simples éclaireurs, mais des armes. Dès le départ, ils avaient une mission simple. Parcourir une longue distance, s'écraser sur une cible et exploser. C'était tout. À cause de cela, ils ont rapidement gagné le nom de drones kamikazes. Mais ce qui les rendait vraiment effrayants, ce n'était pas seulement leur capacité à tout faire exploser, c'était leur coût. Un drone Shahed coûte environ 20 000, alors que le missile utilisé pour l'abattre coûte entre 150 000 et 500 000. C'est un déséquilibre de 7 à 1, parfois même 25 à 1. La Russie force l'Ukraine à dépenser beaucoup plus pour sa sécurité. Extrapolés, ces chiffres deviennent vertigineux. La Russie a lancé plus de 2000 Shaheds depuis le début de la guerre. Même si la moitié a été détruite, cela a vidé les stocks ukrainiens de centaines de millions de dollars. Le vrai danger est là. Les drones ne détruisent-ils pas seulement des bâtiments, ils épuisent les économies. Comparé à d'autres programmes coûteux, la situation apparaît plus clairement. Les États-Unis ont accordé à l'Ukraine environ 50 milliards d'aides militaires en 2022, c'est énorme. Mais si l'Iran, le principal fournisseur de Shahid, le voulait, ces mêmes 50 milliards pourraient acheter plus de 2 millions de drones. À titre de comparaison, le plan Marshall, le budget américain pour la reconstruction de l'Europe après-guerre, valait environ 130 milliards aujourd'hui. En 4 ans, la Russie et l'Iran peuvent produire une puissance aérienne destructrice bien supérieure pour une fraction du coût. C'est pourquoi les experts appellent à cela non seulement une guerre de drones, mais aussi une guerre économique. Chaque vague est à la fois une attaque militaire et un calcul financier. L'objectif : épuiser plus vite les ressources ukrainiennes que russes et tester la patience des soutiens occidentaux. Fin 2022, la Russie lançait presque chaque nuit des drones Shahed, parfois en essaim. À Kiev, on en a compté plus de 40. Bourdonnant au-dessus de nos têtes. Le son était inoubliable, comme des mobylettes dans le ciel, mais plus en colère, plus agressif. Les systèmes de défense anti-aérienne tiraient encore et encore. Des dizaines ont été détruits, mais jamais tous. Certains passaient toujours, et les conséquences étaient alors dévastatrices. Les centrales électriques s'éteignaient, des entrepôts brûlaient, des immeubles d'habitation s'effondraient. Pour les familles, ce bourdonnement sert d'avertissement. Les parents réveillaient leurs enfants en pleine nuit,
les emmenaient dans les sous-sols et espéraient que les drones entrants seraient interceptés avant d'atteindre leur quartier. Les Shahed n'étaient qu'une partie de la stratégie. La Russie utilisait aussi beaucoup de drones de reconnaissance, sans explosifs. Ils transportaient des caméras, planant silencieusement au-dessus du front. Ils transmettèrent des vidéos en direct aux unités d'artillerie et guidaient les obus. Avec une précision chirurgicale, un seul drone de reconnaissance pouvait repérer un char caché ou un petit groupe de soldats. Quelques minutes plus tard, l'endroit exact était frappé. Avant, ce rôle était assuré par les satellites ou avions. Les drones ont tout changé. Plus petits, moins chers, plus discrets et aisément remplaçables. Et puis il y avait aussi les leurs. Beaucoup ne transportaient presque rien, voire rien du tout. Leur rôle était ingénieux, chaque fois que l'un d'eux apparaissait. Les défenseurs devaient choisir. Tirer un missile coûteux, au risque de le gaspiller, ou attendre et risquer de laisser passer un vrai drone. Le leur a rempli sa mission. Épuiser les stocks ukrainiens et affaiblir ses défenses avec le temps. Les drones kamikazes, de reconnaissance, et les leurs ont mené à une stratégie de saturation par drone, selon les experts. L'objectif n'était pas de créer une machine invincible, mais de submerger l'adversaire. Si l'Ukraine en détruisait 10, la Russie en envoyait 20 autres. Si les défenses tenaient la nuit, une autre vague arrivait le matin. Et nous pouvons regarder l'histoire pour comprendre cela. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Londres a fait face au Blitz, une vague de bombardiers allemands, qui submergèrent les défenses par le simple nombre. La version actuelle est plus compacte, abordable et efficace. Les bombardiers coûtent des millions et demandent des équipages, tandis que les drones, bien moins chers, peuvent être lancés en masse depuis des camions ou conteneurs maritimes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand l'Ukraine et ses partenaires ont démonté les drones capturés, leur découverte fut surprenante. Ces machines n'étaient pas du tout purement russes. Elles ressemblaient plutôt à des patchworks assemblés à partir de pièces venues du monde entier. Certaines avaient des coques iraniennes, mais de l'électronique russe à l'intérieur. D'autres intégraient des caméras ou systèmes de navigation chinois, parfois cachés dans les circuits. Des puces occidentales, ayant contourné les sanctions, se sont retrouvées sur le champ de bataille. À chaque examen d'un nouveau drone, le schéma se précisait. Un cas en 2023 s'est particulièrement distingué. L'Ukraine a récupéré un drone Grand EEI et constaté que plusieurs pièces métalliques étaient fabriquées. À Suzhou, ville de l'Est de la Chine plus connue pour ses usines que ses armes, cette découverte a surpris. Cela montrait jusqu'où la Russie était prête à aller pour maintenir sa flotte de drones en activité. À peu près au même moment, la Russie présentait fièrement ce qu'elle appelait un drone de fabrication nationale. De l'extérieur, il semblait assez convaincant, mais lorsque les enquêteurs ont regardé à l'intérieur, la vérité est devenue évidente. Le contrôleur de vol, cerveau du drone, avait été acheté directement sur AliExpress, le grand site chinois de vente en ligne. La plateforme où des gens achètent des écouteurs ou chargeurs alimentait désormais discrètement l'effort de guerre russe. Début 2024, les preuves étaient indéniables. Les analystes estimaient que près de 80% des composants électroniques à l'intérieur des drones russes étaient d'origine chinoise. Cela ne signifiait pas que la Chine envoyait directement des drones à Moscou, mais cela prouvait un point important. La technologie chinoise, qu'elle le veuille ou non, était devenue clé pour le programme de drones russes. La technologie civile, les articles à double usage et les gadgets commerciaux étaient détournés en armes de guerre. Mais étonnamment, à l'été de cette année, une percée a eu lieu. Les forces ukrainiennes ont récupéré 2 drones apparemment peu impressionnants. Ce n'étaient ni des missiles de croisière géants, ni les drones kamikazes Shahed 136 que les habitants de Kiev avaient appris à reconnaître. Pour la première fois, le drone n'était plus un assemblage d'obus iraniens, de câblages russes et de microprocesseurs occidentaux, il était différent. Chaque système principal, du cerveau au moteur en passant par les capteurs, venait de Chine. Nous étions habitués à voir de petites pièces et composants chinois, mais un système entièrement fabriqué en Chine, de bout en bout, était inédit. Le modèle avait aussi un nom, le CBTS. 611 000, pas vraiment, un nom connu comme les drones Shahed, mais tout de même dangereux. Sur le papier, il était conçu pour la reconnaissance, ou comme leur, mais il pouvait facilement être militarisé. Avec une charge utile de 15 kg, il pouvait détruire un camion, endommager un bâtiment ou tuer une escouade. Cet aspect a suscité des questions, car il ne s'agissait pas d'un simple jouet russe, mais de quelque chose de plus affûté, aérodynamique et potentiellement produit en masse. Le design racontait une histoire. Le CBTS rappelait le Shahed 136 avec sa forme d'aile delta, mais il était plus petit et léger, ce qui est important. Plus petit, moins cher, plus léger, lancement rapide en masse, idéal pour la Russie. Cela leur a donné une arme abordable et évolutive, à un moment où les sanctions limitaient leur capacité à importer des systèmes avancés.
Le plus surprenant n'était pas la forme du drone, mais les entreprises fournissant les composants, à commencer par le contrôleur de vol. Cet ordinateur contrôle l'équilibre, les moteurs et les mouvements du drone. Si vous avez déjà utilisé un drone chez vous, vous comprenez son fonctionnement. Cette pièce permet au drone de glisser en douceur sur le champ de bataille. Sans elle, il serait incontrôlable. Ici, le contrôleur vient de QAV Technologies, une entreprise du Guangdong, dans le sud de la Chine. QAV n'est pas une entreprise militaire secrète. Elle est célèbre parmi les amateurs, les géomètres et même les agriculteurs. Si vous consultez leur site web, ils se décrivent fièrement comme un fournisseur de solutions de drones open source. Et ce n'est pas si éloigné de la réalité, car dans la vie quotidienne, leurs produits sont utilisés pour des choses comme la cartographie des terres agricoles, l'inspection des lignes électriques ou le tournage de films. Des actions pacifiques. Pourtant ici, la même télécommande dirigeait un drone russe sur une zone de guerre. À votre surprise, les empreintes de QAV continuaient. Ils ont également fourni les modules de navigation, les antennes, le capteur de vitesse de l'air et même le tube de pitot, ce petit tube métallique qui dépasse du nez. Ils mesurent la pression de l'air et indiquent la vitesse du drone. Sans lui, le drone serait aveugle et incontrôlable. Avec lui, le drone pouvait s'ajuster en plein vol et maintenir sa trajectoire. Pensez-y comme à l'oreille interne du drone, qui lui permet de rester équilibré dans les airs. Et si la télécommande est le cerveau, le moteur est le cœur. Il doit être léger, efficace et suffisamment puissant pour transporter le drone sur de longues distances. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Avec les sanctions coupant la Russie de fournisseurs européens et américains, les moteurs sont un goulot d'étranglement. Mais à l'intérieur de ce drone, les enquêteurs ont trouvé une solution fonctionnelle. Un moteur fabriqué par Milatsiang Technologies, une autre entreprise chinoise. C'était important car les moteurs sont difficiles à remplacer. La Russie cherchait désespérément des options fiables de Priory depuis l'entrée en vigueur des sanctions. Et voici la preuve que les fabricants chinois étaient intervenus pour combler le vide. De plus, la caméra provenait de Foxy Technologies, une marque déjà bien connue des pilotes de drones. Si vous avez déjà regardé des vidéos de courses de drones en ligne, avec des machines filant à toute vitesse à travers des forêts ou des entrepôts abandonnés, il y a de fortes chances qu'une caméra Foxy soit derrière ces images. Ce sont des caméras à vue à la première personne, où vues à la première personne, elles permettent à l'opérateur de voir exactement ce que le drone voit, presque comme s'il était assis dans le cockpit. En paix, elles rendent les courses de drones passionnantes. En guerre, elles assurent des frappes précises et mortelles. Les opérateurs peuvent surveiller les tranchées, suivre des véhicules ou guider le drone précisément sur une cible. Le plus révélateur est que le module de transmission était une copie chinoise du système australien RFD 900X. Habituellement utilisé pour l'arpentage ou la recherche scientifique, ce drone a été militarisé. Le module permet au drone de transmettre des données sur 40 km. Il pouvait ainsi pénétrer loin en Ukraine, rester en contact avec ses opérateurs, transmettre des vidéos en direct et recevoir des instructions en temps réel. Il pouvait aussi se connecter à d'autres drones, formant un réseau maillé qui rendait la reconnaissance plus efficace. Quand les techniciens ukrainiens ont disposé les pièces du drone sur la table, contrôleur QAV moteur, mielcation, caméra Foxy, module RFD, c'était très évident. L'Ukraine avait affaire à un système, à une chaîne d'approvisionnement. Pour savoir comment ces pièces ont fini dans un drone militaire russe, il faut remonter la chaîne à son origine. Car ce n'est pas comme si. Les usines du Guangdong envoient à Moscou des moteurs emballés avec des étiquettes rouges pour usage militaire. Ce n'est pas si simple. La réalité est bien plus complexe, ce qui rend tout cela difficile à arrêter. Tout commence avec les fabricants d'origine, des entreprises comme QAV Foxy ou Mializion. Elles semblent être des entreprises technologiques classiques, faisant de la publicité et vendant en ligne. Leurs produits au moment sont vendus pour l'agriculture, la cartographie, la course, les drones et le cinéma. Pour les non-initiés, ils paraissent inoffensifs. Juste un autre secteur de la vaste industrie technologique chinoise. Mais ensuite sont arrivés les distributeurs, et c'est là que tout change. De nombreuses entreprises vendent en gros à des revendeurs qui achètent puis expédient vers d'autres pays. Une fois que les pièces quittent l'usine, il devient presque impossible de les tracer. Une cargaison vendue à un revendeur à Dubaï ou Istanbul peut discrètement finir en Russie. Sur le papier, l'entreprise en Chine est irréprochable, mais en réalité, ces pièces finissent peu à peu dans des usines de drones russes. Il existe aussi des places de marché en ligne où chacun peut tout acheter, où qu'il soit. AliExpress, c'est la plus grande. Toute personne avec une carte de crédit et Internet peut commander. Un agriculteur africain, un pilote amateur européen ou un entrepreneur de la défense russe, voilà la partie effrayante. Les pièces, vendues comme articles civils, ne posent pas problème. Un contrôleur de vol paraît inoffensif. Un petit moteur semble une simple pièce de rechange. Une caméra, ce n'est qu'une caméra. Mais si vous les assemblez,
Vous avez construit le cœur d'une arme. Les réseaux de contrebande compliquent la situation. Certains envois sont volontairement mal étiquetés pour franchir la douane. Un moteur de drone peut être déclaré comme des pièces de réfrigérateur ou des composants de machines. Et honnêtement, à quelle fréquence un douanier ouvre-t-il chaque boîte étiquetée pièces de machine? Dès que l'envoi passe la frontière, il peut être installé dans un drone, fabriqué en masse en 2024 selon des rapports. Des usines russes fabriquent des drones en série comme sur une chaîne d'assemblage. Certaines étaient en Russie, d'autres en Ukraine occupée. Les ouvriers les assemblèrent avec les pièces disponibles. Obus iraniens, câblage russe, électronique chinoise, tout appartenait à la même machine, compliquant l'application des sanctions. Les gouvernements occidentaux peuvent quand mettre des entreprises montant sur liste noire, et avec l'arrêt des pièces occidentales et des chaînes d'approvisionnement iraniennes pas toujours fiables, la Chine est devenue la solution évidente. Ces usines sont immenses, elles exportent dans le monde entier, et la surveillance y est moins stricte qu'aux États-Unis ou en Europe. En fait, certains experts soutiennent que même si Pékin voulait bloquer chaque expédition, ce serait presque impossible. La Chine exporte des millions de tonnes d'électronique chaque année. Comment distinguer le tube pitot d'un ballon météo de celui d'un drone kamikaze? Mais cela ne change pas le résultat final. Le résultat, c'est que des pièces chinoises arrivent en Russie à travers un labyrinthe d'intermédiaires, de commandes en ligne et de boîtes mal étiquetées. Une part est voulue, l'autre résulte du commerce mondial, mais le résultat reste identique. Des drones propulsés par la technologie chinoise survolent l'Ukraine nuit après nuit. Réfléchissez-y un instant. Une pièce bon marché, disponible dans le commerce, conçue pour des projets scientifiques pacifiques en Chine, permettait soudainement à la Russie de mener une guerre de drones plus sophistiquée, prolongeant ainsi la guerre russo-ukrainienne en cours. Pour la Chine, qu'ils le veuillent ou non, c'était une limite qui venait d'être franchie. Leur technologie était passée d'une utilisation civile à une utilisation militaire directe. Peu importait que Pékin le nie ou que les entreprises ne se disent innocentes. La preuve était là, posée sur une table en Ukraine, extraite des débris de drones abattus au combat. Mais à votre grande surprise, Nantin, ce n'était pas la chaîne d'approvisionnement de la Chine vers la Russie qui intéressait le plus l'armée et le gouvernement ukrainien. Pour l'Occident, la première question était simple. Que révèle cela sur le rôle de la Chine dans la guerre? Comme je l'ai dit plus tôt, Pékin tente depuis des années de se montrer comme un acteur neutre, non impliqué directement dans les combats. En surface, les dirigeants chinois ont parlé de paix, de négociations et d'éviter l'exportation d'armes. Ils veulent être perçus comme une puissance qui se tient au-dessus du conflit, plutôt qu'en étant profondément impliqués dedans. Mais les pièces à l'intérieur de ce drone révèlent une autre histoire. Elles montrent que, même si la Chine ne fournit pas d'armes de manière claire et ouverte, ses industries et ses chaînes d'approvisionnement sont profondément liées à ce qui se passe sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas tout. La relation commerciale entre la Russie et la Chine a aussi beaucoup évolué depuis la guerre, l'Europe et l'Amérique du Nord ayant rompu de nombreux liens. La Russie devait s'appuyer sur la Chine pour combler ce vide, et la Chine était prête. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 240 milliards, un record. Ce chiffre n'était pas seulement élevé, il était historique. Il montrait à quel point la Russie s'était tournée vers l'Est après avoir été évincée des marchés occidentaux. Une grande partie de ces échanges concernait l'énergie. La Russie a maintenu ses oléoducs en activité, vendant du pétrole et du gaz à des tarifs réduits à la Chine. Le carburant destiné à l'Europe était maintenant envoyé à l'Est. La Chine a profité d'une énergie moins chère. La Russie d'un acheteur sans reproche sur la guerre. Les deux parties avoyaient un avantage, mais Moscou devenait plus dépendante de Pékin que jamais. Mais l'énergie n'était qu'une partie de l'histoire. La technologie en était une autre. Après le départ des constructeurs automobiles occidentaux de Russie, les marques chinoises ont rapidement occupé les salles d'exposition. Les rues, autrefois dominées par des voitures allemandes et françaises, sont désormais envahies par BYD, Chery et Geely. Vous connaissez sûrement ces marques, surtout BYD, que Elon Musk redoute de voir remplacer Tesla. Heureusement pour les États-Unis, Trump intensifie ses efforts contre la concurrence chinoise sur les marchés américains. Pour beaucoup de Russes, ces voitures moins connues deviennent progressivement plus accessibles et répandues en Russie. La même situation s'est produite pour les consommateurs. Les restaurants occidentaux et chaînes ont quitté les villes russes, laissant des vides. Les entreprises chinoises les ont remplacés. Ce qui était autrefois un Burger King est devenu une chaîne locale avec des fournisseurs chinois. Les magasins d'électronique qui vendaient autrefois des iPhones et des Samsung vendent maintenant des Huawei et des Xiaomi. Même les enseignes et centres commerciaux ont changé, affichant de nouveaux logos chinois. Et avec le temps, marques et technologies chinoises ne sont plus une alternative. Elles sont devenues la norme, la trace écrite rendant cela plus frappant. Certaines des entreprises impliquées avaient déjà promis, en 2022,
qu'elles ne vendraient ni à la Russie ni à l'Ukraine. Elles ne voulaient rien avoir à faire avec la guerre, du moins publiquement. Elles ont publié des déclarations. Elles ont imposé des limites aux ventes. Elles ont essayé de paraître responsables. Quelques années plus tard, leur logo et conception étaient examinés par les enquêteurs ukrainiens. Pas sur des brochures ou sites web, mais sur des cartes électroniques et moteurs prélevés de drones ayant survolé les villes ukrainiennes et frappé des cibles. Quand les enquêteurs ukrainiens ont confirmé l'utilisation par la Russie d'un drone composé uniquement de pièces chinoises, la nouvelle a fait le tour du monde. Ce n'était pas qu'une question de technologie, mais aussi de politique, ce qui rend l'histoire plus marquante. Les premières réactions sont tombées vite. Des responsables américains ont averti la Chine que toute aide à la Russie, même indirecte, nuirait à ses relations avec l'Occident. Le message était clair, continuez ainsi, et les relations avec Washington se refroidiront. L'Union européenne n'est pas restée silencieuse. Bruxelles s'était montrée de plus en plus ferme. À la mi-2025, l'Union européenne avait instauré son 18e paquet de sanctions. Et pour la première fois, ils ont même visé des banques chinoises, accusées d'aider Moscou à contourner les restrictions. C'était un événement majeur, car jusque-là, l'Europe avait évité d'affronter directement la Chine, mais la patience s'épuisait. Et si l'on regarde les alliances nord-américaines et européennes, on constate un changement radical. Pendant des décennies, l'OTAN n'affrontait que la Russie, mais lors des réunions de 2025, un nouvel élément apparaît. La Chine n'était plus seulement un concurrent économique, mais aussi un problème de sécurité. La logique était simple. Si la Chine fournissait les pièces permettant aux drones russes de voler, elle faisait aussi partie de la menace. Ce changement pourrait influencer la perception de Pékin pour les années à venir, car la Chine évoquait la négociation, alors que d'autres se battaient. Mais plus sa technologie équipe les armes russes, plus il est difficile de vendre cette image. Et encore une fois, aux yeux des dirigeants mondiaux, Pékin commence à ressembler moins à un acteur neutre, et davantage à une partie d'un nouvel axe avec Moscou. Et si cette perception se renforce, les conséquences iront bien au-delà de l'Ukraine. Les accords commerciaux et la planification militaire pourraient changer. Même en Afrique, Asie ou Amérique latine, où la Chine a accru son influence, certains pourraient questionner ses promesses de neutralité. Le risque d'escalade grandit. Si la Russie dépend davantage de la Chine, l'Occident pourrait devoir imposer des sanctions plus dures à la Chine, concernant aussi bien les petits fournisseurs que les grandes banques et entreprises technologiques. Et si cela arrive, comment Pékin réagira-t-il ? Va-t-il s'adapter discrètement ou va-t-il riposter ? Dans d'autres endroits, comme la mer de Chine méridionale, ou même Taïwan, c'est le sujet tabou, Taïwan. Alors que l'Ukraine combat, Taïwan incarne l'autre grand défi aux ambitions chinoises. Tout usage de technologie chinoise dans la guerre incite Washington à renforcer la défense de Taipei. Selon le porte-parole du Parti communiste chinois, la réunification de Taïwan avec la Chine continentale est inévitable. Et si cela ne vous dit rien, cela signifie que si le Parti communiste chinois est fier d'annoncer l'annexion de Taïwan, cela veut dire Troisième Guerre mondiale. Et à cause de ces menaces dans tous les domaines, que ce soit le commerce, la géopolitique ou la diplomatie. L'Europe commence lentement à se réveiller, en adoptant de nouvelles politiques pour réduire sa dépendance à la Chine. Tout cela se déroule sous Donald Trump, qui en 2025 gère une situation délicate. D'un côté, il veut conclure un grand accord commercial avec Xi Jinping. De l'autre, il menace d'imposer des tarifs douaniers et pousse ses alliés à se montrer plus fermes envers la Chine. Au milieu de tout cela, Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine en août et a promis de garder les canaux de communication ouverts. La rhétorique s'est accentuée, Vladimir Poutine proposant en anglais un sommet à Moscou. Mais les attentes étaient trop élevées. Aucun accord sur la guerre en Ukraine n'a été trouvé, illustrant la position délicate de l'Amérique. Trop indulgent, pendant que la Chine soutient la guerre russe. Trop dur. Vous risquez d'aggraver les sanctions commerciales et de rapprocher davantage la Chine et la Russie. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou limite souvent nos contenus. La semaine dernière, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées par YouTube. Diffuser des frappes de drones ou des images de notre plateforme Business Basics. Construite de zéro, nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones. Nous n'avons pas besoin de flouter les images du front. Et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons en fait aucune publicité sur le site.
Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de notre couverture. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez voir nos vidéos non censurées, ainsi que du contenu bonus indisponible sur YouTube, rejoignez-nous vite sur basicsciencidr.com, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. Et on se retrouve bientôt.